Bonsoir à tous. Alors écoutez, on va y aller. Donc avec ce nouveau cycle de conversation qui est lié, vous le voyez, à l'exposition Marque contre marque, nous poursuivons donc une réflexion qui a été engagée avec les 4 premières conversations qui avaient lieu dans le cadre de l'exposition Bernardo. Et ce soir, nous allons continuer à explorer les relations entre artistes et monde de l'entreprise qui sont au cœur du lieu qui nous accueille, la vitrine, Pascal, art et marque. Pascal va nous expliquer tout ça, avec cette fois-ci un thème essentiel, puisqu'il tient à la formation, sous l'intitulé « Les artistes à l'école de l'entreprise ». Alors, plusieurs questions vont se poser. D'abord, quelles relations les artistes entretiennent-ils avec le monde de l'entreprise ? Ensuite, de manière un peu plus précise, pourquoi certains artistes comme Fabrice Hibert et certains directeurs d'école, comme Pierre-Jean Galdin, ont-ils décidé de créer un programme post-diplôme dédié à des artistes comme à des entrepreneurs ? Vous allez nous l'expliquer. Et enfin, quels enseignements tirer d'une telle initiative ? Alors, je vous présente nos invités. Pascal Caïla, fondatrice de l'Art en Direct, qui nous accueille ce soir. Pierre-Jean Galdin, directeur de l'École supérieure des beaux-arts de Nantes Métropole. Et 2 artistes, Fabrice Hibert et Franck Scurti. Voilà, donc je vous propose qu'on commence avec Pierre-Jean, qui va nous dresser un peu le cadre général de ce mystérieux post-diplôme réel. On a beaucoup de choses, beaucoup de questions à poser autour de ça. Alors je vais présenter chacun de nos intervenants de manière brève. Après des études aux Beaux-Arts de Toulouse et à l'Université du Mirail, vous avez créé le Centre d'art contemporain de la Beige à Toulouse au milieu des années 80. Vous avez ensuite créé le Musée de l'Objet à Blois avec la collection d'Éric Fabre en 96, puis le Musée international des arts modestes avec Hervé Di Rosa à 7 en 2000. Vous venez d'inaugurer à Blois la Fondation du Doute, enfin c'était il y a quelques temps maintenant, il y a quelques mois, en avril, avec Ben et Gino Di Maggio, qui réunit un ensemble important d'œuvres du mouvement Fluxus. Vous avez aussi accompagné Jack Lang au ministère de l'Éducation nationale de 2000 à 2003, et vous dirigez depuis l'École des Beaux-Arts de Nantes. Alors, précisément, c'est l'objet de la question que j'évoquais tout à l'heure, en partenariat avec l'école de management Audencia et avec Fabrice Hibert, vous avez imaginé le cycle de formation post-diplôme réel. Alors ma question c'est, est-ce que c'est un nouveau dialogue entre art et entreprise, ce cycle de formation ? C'est d'abord l'analyse d'une expérience qui a été pour Nantes une expérience fantastique. Début des années 90, Nantes a créé un post-diplôme dans une école qui avait pour fonction de donner des clés supplémentaires aux jeunes artistes, aux jeunes diplômés pour s'insérer dans les réseaux professionnels. Le post-diplôme de Nantes a eu son heure de gloire lorsque l'Institut a fermé à Paris. Il n'y avait plus beaucoup d'expériences nature en France. Et Nantes, au milieu des années 90, a vu passer beaucoup des artistes qui sont aujourd'hui forts dans la scène artistique française. Quand je suis arrivé à Nantes, cette expérience était déjà très affaiblie. Parce que les artistes n'avaient pas envie de résidence longue après leur diplôme. 1 an, c'était vraiment super long. Ils se traînaient dans notre école. Et au fond du compte, ils venaient chercher des conditions de production différentes, des outils de production, des moyens. Et finalement, ce qu'on leur offrait, c'était une petite bourse assez scolaire, assez nounouille, avec laquelle ils s'ennuyaient, ils arrivaient de loin, ou ils avaient envie d'aller loin. Bref, je suis arrivé avec une situation qui était vraiment pas celle que l'on pouvait imaginer, parce qu'on peut s'imaginer que le post-diplôme de Nantes est un post-diplôme célèbre. Et à partir de là, j'ai commencé à me dire, bon, finalement, la question de la résidence, de la bourse, de l'assistance n'était pas le seul moyen d'accompagner des jeunes artistes talentueux après leurs études. Le monde de l'entreprise, dans une école d'art, il n'est pas le bienvenu. On imagine bien que quand je dis à mes étudiants tout cela, ou à mes enseignants, c'est pas le premier réflexe de dire « Ah, youpi, formidable, on va parler d'économie, on va parler d'argent, on va aller chercher des sponsors ». C'est vraiment pas du tout aujourd'hui encore un monde ouvert à l'entreprise. Cependant, même en 4e, en 3e, en 5e année, ils se rendent compte qu'aujourd'hui, produire, ça coûte cher, d'autant que les artistes ont considérablement ouvert leur mode de production, leurs supports, leurs objets. Ils doivent aussi intervenir dans l'espace public. Bref, ils ont conscience que la question de la production est une question qui ne peut pas se régler simplement par la virtuosité personnelle. Il y a besoin de converser avec des artisans, de converser avec des savoir-faire, de rencontrer
des compétences, et tout ça se le fait avec une force de conviction personnelle, et au fond du compte avec, d'une certaine manière, la volonté de rencontrer un autre partenaire de la création. Et c'est de ce constat, à la fois que la production s'est totalement aujourd'hui ouverte et complexifiée pour les artistes et demande des moyens vraiment très importants, et d'autre part que l'institution n'avait qu'une réponse très subvention, qui n'était pas du tout à cette hauteur. On s'est dit, aïe aïe aïe, on va dans le trou. Et chance, Nantes a un certain nombre d'artistes qui sont passés par cette école et qui gardent un lien fort, et Fabrice a depuis longtemps mené des actions, il va vous les présenter, et c'est à partir de là qu'on a imaginé d'ouvrir et de rénover ce cycle de post-diplôme à partir non pas de la résidence, mais au contraire des outils de production. Donc on va rallonger le temps, on s'est dit que c'était 18 mois pour produire un projet. Fabrice dit toujours, si en 18 mois le projet ne s'est pas fait, il ne sera jamais. C'est une règle. Donc on s'est dit, il faut tenir 18 mois et plus 8 mois du temps scolaire. Et l'essentiel de ce séjour, c'est de trouver les moyens du projet, et trouver les moyens du projet auprès de tout partenaire. Et ce projet, il est un projet artistique, mais ça peut être aussi un projet managérial, ça peut être un projet culturel, c'est pas forcément ou uniquement un projet artistique. Il est simplement, je parle à ta place, mais tu me contrediras, j'espère, un projet singulier. Nous allons soutenir des projets d'auteurs. Et je crois que c'est peut-être cela qui est quelque chose qui garde ce lien avec une école d'art qui est surtout une école de singularité. Voilà, on va mettre ça en place à la rentrée prochaine. Et nous avons bien sûr tout de suite senti qu'il fallait un autre partenaire, un troisième. Et j'ai la chance à Nantes d'avoir une école de management, une école de commerce qui s'appelle l'École Audencia, qui depuis pas mal de temps me dit voilà, nous on n'a plus simplement que les gens qui viennent de Matsup, on a aussi plein de gens qui ont fait Cagne et Bocagne et qui font maintenant des études de management. On a plus de 30% d'étudiants qui sont des littéraires et qui viennent s'intéresser au milieu de l'entreprise et qui ont, eux, une vision du management totalement différente, beaucoup plus ouverte. Et on a commencé par une chose très simple. Les candidats qui rentrent à cette école viennent passer une année, pour ceux qui le souhaitent, en cours à l'école des Beaux-Arts, apprendre à dessiner, à faire de la vidéo, etc. Et ça a été un succès formidable. Et petit à petit, on a créé des liens avec cette école qui a elle-même développé des cycles de formation autour de l'art et du marché, de l'art et du marketing, de l'art et de l'économie d'entreprise. Donc ils ont tout de suite été partenaires avec nous pour essayer d'accompagner chacun selon ses compétences ces promotions qui vont passer un peu de temps à Nantes avec nous pour inventer des projets, on va dire, de l'utopie. C'est continuer cette utopie des projets. Je crois que là, vous avez mis le doigt à la bouche. Qu'est-ce qu'il faut faire pour candidater? Comment passer le concours? Quelles sont les épreuves? On a lancé un certain nombre d'informations. Il faut surtout avoir un beau projet, une belle idée. On a un jury extrêmement partial, pas du tout représentatif. On est totalement de mauvaise foi. Et donc, c'est parfaitement d'un choix totalement de parti pris. Singulier, ouais. Moi, je crois savoir que Fabrice est un maillon central dans le dispositif. Alors Fabrice, je vais vous présenter, même si tout le monde vous connaît, vous êtes artiste, vous avez fait vos études précisément à l'École des Beaux-Arts de Nantes, donc là encore un lien immédiat. Vous avez exposé aussi pour la première fois à Nantes, en 1986, c'était Mutation. En 1989, le fruit d'une commande publique apparaît dans des rues, L'Homme de Bessines, petit homme vert de 86 cm de haut que vous avez peut-être déjà croisé et qui envahit aujourd'hui les villes du monde entier. Le luxe envahit les villes du monde entier, mais le petit homme vert de Bessines aussi. En 1991, vous réalisez Traduction, le plus gros savon du monde, inscrit au Guinness des records, 22 tonnes, et présenté d'un centre Leclerc à l'autre par un dispositif de benne. C'était, j'imagine, assez difficile à transporter. La même année naît votre premier POF. Alors le POF, pour ceux qui ne connaissent pas le POF, qui n'ont pas cette chance, c'est un prototype d'objet en fonctionnement,
comme par exemple le ballon carré, POF numéro 65, vous me direz si je me trompe, ou Auto, la voiture à double tranchant, POF numéro 87. 87, voilà. Voilà. En 1995, quelle audace, vous transformez le musée d'art moderne de la ville de Paris en hypermarché. Je répète, hypermarché. 95. Hein. En 95, oui j'ai dit 95. Ouais. Ah non, d'accord. En hypermarché, et vous installez l'année suivante au salon un salon de coiffure professionnel au centre Georges Pompidou, à l'occasion de l'exposition féminin-masculin. En 1997, vous êtes choisi pour représenter la France dans le cadre de la 47e Biennale de Venise. Vous repartirez avec le Lion d'Or, après avoir fait du pavillon français un studio d'enregistrement et de diffusion d'émissions télévisées appelé Eau d'Or. Dans les années 2000, alors je ne vais pas tout détailler, vous multipliez les expositions avec une caractéristique, la valorisation de l'artiste comme entrepreneur et comme réalisateur, donc on revient à ce que disait Pierre-Jean, sur plusieurs projets à la fois, multipliant des œuvres en rhizome. Et il faut rappeler une chose, c'est qu'en 1994, vous aviez déjà créé UR, Unlimited Responsibility, une SARL destinée à favoriser la production et les échanges de projets entre artistes et entreprises, en 1994. Alors est-ce que Réal, le cycle de formation post-diplôme créé avec Pierre-Jean Galdin, en est l'extension? Oui. Très bien, voilà. Bon, Oui. on va s'arrêter là. Non, en fait, pour retrouver la genèse de tout ça, en fait, c'était quand j'étais étudiant à l'école des Beaux-Arts de Nantes, quand je suis sorti en 86, justement l'année de ma première expo mutation, je sortais de l'école et il y avait déjà un petit peu moins d'argent, de subventions, justement dont on parlait tout à l'heure, pour les artistes qui sortaient. Et ça m'embêtait un petit peu, je me disais, moi je veux pas avoir moins de choses à produire que mes aînés. Donc j'allais chercher ailleurs le moyen de production. Et quand j'ai eu le besoin de faire le plus gros savon du monde, justement, en traduction, j'ai demandé une savonnerie à Marseille, au départ celle de Nantes, mais qui n'a pas voulu, et celle de Marseille a bien voulu, et ça a permis, en échange de cette matière, ça a permis une communication interne dans l'entreprise qui a développé beaucoup la production, et qui a créé tous les nouveaux produits que vous connaissez maintenant sur le savon Marseille, et qui était un produit un peu dévalorisé à ce moment-là, et qui a réussi à redynamiser leur travail. Donc ça a servi à la fois pour moi, parce que j'ai eu mon objet, mais aussi pour l'entreprise et pour les gens qui ont eu un vrai travail social en fait, à l'intérieur de l'entreprise. Et puis j'ai développé ça, j'ai créé UR après, pour montrer avec mes copains artistes d'autres projets. On en a fait 50 projets produits et pendant une dizaine d'années. Et puis maintenant j'ai voulu réactiver le UR, mais en fait l'école je me semblais le meilleur choix pour former une pléthore de jeunes artistes producteurs. Ils sont combien d'ailleurs par année, pardon? Maximum 8. Oui. Et donc ça va. Et ce sont des hybrides alors, c'est-à-dire pour certains, mi-artiste, mi-entrepreneur, plutôt artiste, plutôt entrepreneur. En fait, ce qui est très étonnant, c'est que les artistes, surtout en France, ils sont un peu effrayés d'aller chercher des moyens ailleurs. Donc il faut ouvrir ces portes-là et les aider à accompagner ça, parce que c'est pas compliqué en fait. De toute façon, quand on arrive dans une entreprise, on est forcément, il y a plus qui est au-dessus de nous, donc ça va, on peut faire beaucoup de choses. Et puis ça coûte pas très cher à une entreprise d'écouter et puis de faire des choses pour un artiste. Ça coûte moins cher que de donner de l'argent à une grosse agence lourde et qui forcément donne pas forcément des meilleurs résultats. Donc c'est des petits événements qui ne sont pas forcément adaptés à des grosses entreprises, mais qui peuvent être adaptés à des petites entreprises, avec des petits entrepreneurs, c'est beaucoup plus actif que ce qu'on pense, que les artistes pensent. Ils ont peur de ça, mais en fait il faut le dédramatiser en fait. Voilà. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de très intéressant, et là moi j'ai aussi une casquette d'enseignant, donc je connais ces problématiques. Je trouve que ce qui est terrible dans les écoles de commerce aujourd'hui, c'est que l'art, finalement, à part souvent sous forme d'alibi, est peu présent. Alors, est-ce que précisément, il n'y a pas un double mouvement à impulser, qui est de faire en sorte que l'art entre réellement dans les écoles de commerce, comme le fait Audencia d'ailleurs, il faut saluer cette logique, et de la même façon que l'économique soit aussi pris en compte dans la formation des artistes. Est-ce qu'il n'y a pas un double mouvement que votre programme... C'est ce qu'on veut développer justement là, c'est montrer aux artistes qui peuvent faire des budgets, voir tous les droits, séparer même les moments de production,
même les autorisations, enfin toutes ces choses-là on est confronté à un moment donné. Moi, j'ai plein de copains artistes qui font des grands projets de vidéos, de choses comme ça, qui à un moment donné sont confrontés, ils sont auteurs, mais ils oublient qu'il y a des réalisateurs, des tas de gens qu'on retrouve déjà dans le cinéma ou dans la production autre. Donc là, il suffit de mettre en place à chaque fois, au début d'un projet, de mettre en place tous les moyens de production et de clairement. C'est très important. Alors ça c'est vraiment un combat d'ailleurs, ce rapprochement aussi du monde entrepreneurial et du monde artistique. Pascal, je vais me tourner vers vous, je te vous vois. Vous êtes... Je me permets de vous voyer. Donc, vous êtes fondatrice de l'art en direct. Depuis les années 90, vous œuvrez donc avec l'art en direct pour le rapprochement, alors précisément entre les artistes et les de l'entreprise. Ces liens, vous les développez à tous les niveaux, communication, mécénat, image, événementiel, résidence, mais aussi en production, vraiment tous les niveaux. Mais est-ce que vous avez pensé aux formations pour les artistes, au cœur de notre table ronde de ce soir? Eh bien non. Eh bien non, mais c'est peut-être quelque chose que je peux proposer. On peut peut-être faire quelque chose ensemble. Mais oui, il est vrai que les artistes ne connaissent pas du tout ce monde économique, sont perdus, n'imaginent pas aussi le bien qu'ils peuvent faire dans l'entreprise. La culture, les artistes, ce sont des vrais leviers de croissance pour l'entreprise. Vous avez parlé d'innovation que vous avez impulsé dans cette entreprise de savon. Et moi, les expériences, ça fait maintenant donc des années, j'en traite plus de 200 par an. Et à chaque fois, c'est absolument merveilleux ce que l'artiste apporte pour valoriser des métiers, pour impulser de l'innovation, de la créativité. Une entreprise ne peut pas se projeter dans l'avenir avec des salariés. Effectivement, comme ils ont l'art en France, c'est où on est artiste, où on fait des lettres, où on est mathématicien, enfin on fait des maths. C'est un peu dommage, donc les gens ne se permettent plus d'être créatifs, de faire avancer leur entreprise. Et puis les artistes, je ne sais pas, oui, il y a le monde de l'entreprise, c'était un peu le diable, c'était un peu... Or, comme je dis toujours, un artiste contemporain est censé nous donner à voir le monde dans lequel il vit, cette économie, elle existe, ces entreprises existent, donc je pense qu'ils peuvent se rencontrer... pour le meilleur, je ne sais pas. Peut-être vous faites des mauvaises expériences les uns ou les autres. Mais, tu voulais dire non, je voulais juste par rapport au projet que vous avez, là, j'ai vu il n'y a pas très longtemps qu'il y a un site qui va ouvrir à Nancy qui s'appelle Arcane, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Ah oui, bien sûr. Qui va croiser aussi un truc incroyable, une école de manager, futur manager, l'école des beaux-arts et la troisième, il y a trois écoles d'ingénieurs. Et donc dont l'idée est quand même de faire cohabiter tous ces gens dans un même endroit, ce qui paraît assez hallucinant aussi. Sur le principe assez proche, après peut-être moins tissé. Enfin, je sais pas ce que ça va. Assez étonnant quand même. Moi, on m'a demandé là de faire une intervention à l'Institut français au mois de juillet pour des managers, donc de la culture, réellement pour expliquer en dehors du mécénat, voilà, qu'est-ce que le monde de l'entreprise, quels sont les enjeux de communication en interne, leurs hommes, leur public, les produits, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que juste mécéner une exposition. Et on dirait que ce sont deux mondes qui ne se sont jamais parlé. Et en fait, en France, bien entendu en France. Et c'est vrai que... Parce que c'est quelque chose qui est fait depuis très longtemps à l'étranger. Tout à fait. Mais en France, c'est pareil. En France, pourquoi on n'apprend pas plus l'art aussi? On devrait être plus au courant du monde de la culture, du monde artistique dans nos études. Et de même que les artistes, il y a eu une table ronde avec Nicolas Bourriaud à la Fondation Vuitton qui était très intéressante. Il commence à rentrer un peu en dernière année, voilà, on éclaire un peu les choses, mais pas plus que ça. Il y a encore beaucoup de tabous, on dirait, autour de ça. Je ne sais pas comment ça a été pris, ce que vous avez... cette action Il y a vraiment beaucoup de tabous. C'est bien pris parce que la présence et le parrainage et l'intervention et la création de Fabrice est incontestable pour les étudiants d'école d'art. Donc il est d'une certaine manière la caution parfaite. Sous cap, les enseignants, les étudiants sont extrêmement curieux et critiques en se disant mais c'est quoi, quel est notre truc, bon bref, on est aujourd'hui dans un tout début. Je sens bien que du côté de l'école de management, c'est beaucoup plus simple. Parce qu'au fond, ce n'est pas l'art qu'ils ont envie d'aimer, c'est en quoi l'art peut être un outil
en quoi l'art peut être un levier, en quoi l'art peut être d'une certaine manière pour nous quelque chose qui va être dans notre culture, nous aider à faire mieux notre métier, conduire notre entreprise. Ce qui n'est peut-être pas le cas de nos artistes qui se disent est-ce que l'entreprise n'est pas un frein, n'est pas une contrainte, ne va pas nous amener des choses que l'on ne veut pas, et comment faire passer ce que l'on est, parce qu'ils ne savent pas que ce que c'est pour ça que je suis vraiment très fan de la proposition de Fabrice, c'est que ce sont des rencontres entre un artiste et un manager, d'abord. Mais c'est entre deux personnes. Et c'est ces deux personnes, dans leur intimité de relation, qui vont faire tache d'huile, à la fois dans le travail de l'artiste et dans le travail de la personne qui est souvent un collectionneur, chef d'entreprise, qui va lui-même s'intéresser et pousser ça. Et ça, c'est le rapport que l'on a, un rapport classique entre un artiste et la personne avec laquelle il a un échange. Et donc, c'est cette relation naturelle qu'il faut valoriser plus que la question juridique, technique, économique, qui est aujourd'hui un peu dans les écoles d'art, ce qui est valorisé. Bon, les questions de droit, c'est tout ça, c'est important. Mais avant tout, quels sont les mondes qui vont se rencontrer et qui vont faire progresser les deux univers. Oui, il faut apprendre un langage commun, il n'y a pas de doute. Ce sont deux il y a juste... en fait, je reviens un petit peu sur ce que vous dites, et soit j'ai pas bien compris, soit j'aimerais être plus précis, c'est-à-dire que je pense que c'est les deux choses. Mais en fait, vous parlez souvent du rapport de l'artiste et l'entrepreneur, mais j'ai l'impression qu'on ne sait pas où est, enfin dans le débat au niveau où il en est, quel rapport ce gars-là, c'est l'artiste comme producteur, c'est depuis tout le temps, et on l'apprécie, enfin c'est une histoire d'art que j'apprécie, comme entrepreneur aussi, enfin bref, qui existe. Et après, l'artiste qui travaille avec l'entreprise, et c'est dans les d'école que je dis ça, qu'est-ce qui se... Enfin, c'est peut-être une question un peu prématurée, je ne sais rien. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça joue? Un artiste producteur, que ça soit il y a 100, enfin, depuis tout temps, ou aujourd'hui, on sait ce que c'est. C'est quoi? C'est la différence entre l'artiste qui a quelque chose à produire et qui va chercher des entreprises et puis la commande d'artiste? Non, c'est juste savoir où on place le truc. C'est-à-dire que moi, pourtant, je suis des fois en porte-à-faux par rapport à ce débat, hein, mais des fois, je peux être considéré comme artiste producteur parce que je travaille avec des boîtes, parce que de moins en moins. Donc, moi, je prends un peu ma position est un peu inverse depuis quelques temps, mais je l'ai fait beaucoup, etc. Et j'ai aussi cherché de l'argent, ça m'est arrivé, enfin. Et voilà. Et donc ça, c'est ce que je vais appeler l'artiste producteur. Je ne sais pas si on peut aller jusqu'à entrepreneur, enfin ça pourrait quoi. Et de l'autre côté, il y a quelqu'un, un artiste qui va être sollicité, ou solliciter une entreprise. Et voilà, c'est là où je voulais vous amener en fait. Peut-être pour préciser, avant que Fabrice ne développe, juste le point de vue de Franck, je n'ai pas présenté Franck, c'est bien d'expliquer aussi que votre univers explique aussi peut-être votre vision, parce que c'est vrai que les références qu'on cite souvent à votre propos, c'est un univers proche de Ponge, de Pérec, enfin souvent des références qui reviennent, un petit de Ponge hein, surtout, même Tati, oui, ou de Fluxus, donc des fois je me mets un peu en... Mais j'ai fait aussi des choses très produites. Hein, ouais. Et c'est ça qui est intéressant, parce que vous êtes à la fois plasticien, vous avez photographe, vidéaste, vous avez proposé justement une œuvre assez protéiforme, entre le pop art et l'art conceptuel. Vous vous intéressez beaucoup aux objets, ça c'est un point commun avec Fabrice, mais vous dites par exemple, hein, je m'intéresse à ces choses que l'on connaît mais dont on ne se soucie plus, et donc vous décryptez le monde économique, le monde politique. Hein, dans Statement par exemple, vous confrontez les pages financières d'un journal à votre réflexion sur la création artistique. Donc c'est vrai que le point de vue que vous avez, votre sens du détournement dans le design, la pub, le ready-made, la bande dessinée, c'est aussi un point de vue qui est assez original. Et moi j'ai une position inverse en fait, mais une position inverse qui est liée à l'époque si je puis dire. Après, l'époque elle est comme ça, et elle est comme ça. Et moi depuis plusieurs années maintenant, un peu avant 2008, un peu avant la crise en fait, plus par souci de problèmes artistiques finalement que de problèmes liés à la société en général. Au début, je suis passé d'artiste comme beaucoup
producteur, que on va qualifier comme ça. C'est-à-dire que j'ai cherché de l'argent, j'ai produit des équipes, et j'ai tout laissé tomber pour revenir à ce que j'appelle, pour moi, le problème, le contraire de la production, à une pratique entre guillemets créative. Je dis pas que. Oui. D'accord. Plus archaïque, tu veux dire. Mais oui, non, mais, oui, non, qui joue sur une forme, qui joue aussi sur une forme d'archaïsme. Question, et qui joue sur une forme de. Oui, tout à fait. Et donc, tout simplement parce que quand on parle production, on parle diffusion, quand on parle diffusion, on parle. Voilà. Et ça me semblait. Donc, c'est une pratique liée à la récupération, etc., qui n'a rien d'original au sens qu'on trouve beaucoup dans la sculpture depuis aussi très longtemps. Mais c'est une position, dans tous les cas, sur le moment. Mais ce débat m'intéresse, dans ce sens, parce que. Mais tout ça, c'est qu'en ce moment, peut-être que j'aurais pu faire le contraire, je ne sais pas, mais voilà. C'est tout ce que je voulais préciser pour planter le décor. Mais je ne suis absolument pas en opposition avec Fabrice. Fabrice, Alors, vous vouliez ajouter quelque chose? Non, oui, par rapport au fait que les. En fait, ce qui est important, justement, avec cette école, je pense, moi j'ai la conviction qu'il y a des choses qui peuvent être créées entre les artistes et les entreprises, parce qu'il y a des langages, comme tu disais, qui peuvent être liés et qui vont créer quelque chose. Et je pense qu'on est dans un moment où il y a besoin d'ouvrir des possibilités, d'ouvrir des champs de production, des univers qu'on ne connaît pas, et je pense que ça peut amener ça. Et avec mon expérience, je sais que ça va la réussir. Donc c'est beaucoup plus, c'est pas seulement du mécénat, c'est vraiment du partenariat. Exactement. Et ça, c'est vraiment pas très développé encore. Ouais. Ouais, il y a un vrai dialogue, il y a une discussion, il y a un enrichissement de part et d'autre. Pour créer des nouveaux lieux communs, des choses comme ça, et donc c'est ça l'important. Tout est possible. Moi j'ai très envie de savoir ils ont été choisis, les dossiers, pour que vous nous donniez des exemples. Non mais, un exemple sans nom. Par exemple, un exemple d'un dossier ou deux dossiers là, qui vont passer 18 mois chez vous, ils ont proposé de faire quoi? On les aura vraiment début juillet. Ah. C'est vrai qu'on a besoin d'images un peu. Hein, ouais. Mais je pense que quand tu parlais de ce truc, tu disais oui, l'entreprise, ça fait peur aux artistes, etc. Souvent, c'est vrai, ça a été souvent vrai. Mais il faut voir aussi que souvent les artistes sont ont un point de vue politique, enfin pour les meilleurs, qui est souvent issu il y a toute une tradition depuis les années 60 qui est liée au marxisme, etc. Quand même, chez beaucoup de nous, quoi. Voilà. Et c'est vrai que là, il y a un bouleversement qui s'est passé, qui existait bien avant encore, tout ça, mais il y a un nouveau, voilà, avec des gens comme Fabrice qui ont assimilé ça et qui posent la question, je dirais de façon plutôt neutre, je ne sais pas si on peut appeler ça. Mais parce que l'artiste avait l'impression de perdre sa liberté, je crois. Mais Fabrice, toi comme moi, qui mixe ces deux mondes depuis 20 ans, est-ce qu'une entreprise t'a un jour imposé quelque chose? Ah non, justement. Jamais. Justement, je pense qu'on prend beaucoup plus de l'entreprise que l'entreprise prend de nous. Bien sûr. Ça, c'est absolument clair. Justement. Donc L'entreprise, c'est tout à fait le contraire de ce que les gens pensent. Complètement le contraire. On ne peut pas vendre son âme au diable en tant qu'artiste quand on travaille avec une entreprise. Parce que si elle vient vers vous, elle vient pour s'inspirer de votre liberté, de votre façon de voir les choses sous un autre angle. C'est ça qui va l'enrichir. Franchement, en 20 ans, et j'en ai fait beaucoup, il y a un grand respect, mais de part et d'autre. Et au contraire, j'ai entendu souvent des artistes revenir dans leur atelier après et me dire « Ah bien, tu sais, par rapport à la problématique sur la maternité sur laquelle je suis en train de travailler en ce moment, ça m'a fait penser à ça. Et si l'artiste, il ne vit pas dans sa bulle, il vit dans ce monde-là aussi. » Et je crois que là aussi, c'est peut-être important de donner ces exemples-là, de bien faire savoir qu'il n'y a pas de viol, il n'y a pas de... Je pense que le débat, il faut le poser au moment où il a été posé, et des artistes qui ont marqué le fait d'un virage. Quand Donald Judd dit à un moment donné que l'artiste doit s'autonomiser du conservateur, du critique, de tout le médiateur, finalement, ce qu'il met en avant,
l'endroit de liberté, c'est paradoxal aujourd'hui, c'est quand même le marché, la galerie, qui lui donne les moyens. Donc il dit dans un texte très clair, cette question-là, elle est aujourd'hui pour les jeunes artistes, pour mes étudiants, très simple. C'est-à-dire que la question économique est la seule moment d'indépendance. Et cette indépendance, elle n'est pas que le soutien institutionnel qui, normalement, devrait garantir cette liberté de production. Il y a une permutation qui fait qu'aujourd'hui, on a le sentiment, vrai ou faux, dans tous les cas, que le soutien institutionnel formate n'est pas le lieu de la fantaisie, le lieu de l'ouverture et de la création, il est le lieu de la répétition, et qu'à l'inverse, les lieux qui sont plus libres ou semblent plus libres sont ceux qui sont totalement indépendants de l'argent public. Je trouve que là, c'est très nouveau depuis une dizaine d'années. Et ce fait-là, vrai ou faux, parce que là, il faut quand même le vérifier, c'est le sentiment général que partagent mes étudiants qui n'ont pas les mêmes barrières qu'on a pu avoir notre génération face à l'entreprise et à l'argent de l'entreprise. La nouvelle génération est plus libre alors? Je pense que dans tous les cas, elle a vu que la liberté était aussi créée par le fait d'avoir une galerie, de vendre, d'avoir une autonomie financière, quoi. Ce qui n'était pas forcément le cas pour les générations précédentes. Hein. Ça me fait penser, ce que tu dis là, aussi au titre d'un ouvrage qui est Subvention et subversion, et qui repose l'interrelation de ces deux notions, quoi. Est-ce que la subvention et la subversion peuvent aller ensemble? Et c'est vrai que c'est assez intéressant. Alors il y a aussi le débat de savoir si certains artistes, effectivement, sont achetés, entre guillemets. C'est un des termes qu'on voit souvent aussi apparaître. Mais je pense qu'on vit quand même un moment où cet antagonisme entre l'économique et l'artistique tend quand même à être remis en cause, à être dépassé, alors que très longtemps, c'est vrai que on vit dans cette culture quand même d'opposition entre la question artistique et la question économique. Mais il n'y a pas que les objets qui se vendent aussi, il y a les temps. Le temps de travail, le temps de l'événement, la phrase, il y a tellement de choses. Le temps de la réflexion, du management. Tous ces moments-là sont importants et sont valorisables par l'artiste. Donc, oui. Autant en profiter. Autant profiter. Est-ce que c'est pas aussi lié, ces rapprochements, ou en tout cas ces possibilités de circulation plus importantes, au développement d'une économie de l'immatériel, d'un capitalisme immatériel qui fait que finalement aujourd'hui on manipule du symbole, soit financier, soit artistique, soit économique au sens large? Est-ce que finalement ça n'est pas une des raisons de ces mouvements On a du mal à manger des carottes virtuelles. Ça viendra. En termes de... Est-ce que vous avez des questions? Parce qu'il y a eu débat là-dessus. On est à peu près, oui, dans notre temps de... Voilà, on arrive au moment où on commence à poser les questions, donc si vous voulez, c'est assez libre. Oui. Oui, non, cette question subvention, subversion, je crois qu'effectivement, on a un moment particulier où les entreprises ont vraiment beaucoup besoin des artistes pour réinventer leur modèle, finalement, ce qu'elles achètent avec des collaborations artistiques, c'est un regard différent, une distanciation par rapport à un système, on va dire, de marque, que cette marque a besoin d'être réinventée, qu'à une époque, effectivement, où on manipule du symbole, la valeur résiduelle de la marque réside beaucoup dans le design et dans les valeurs qui sont injectées dans la perception de la marque. Et justement, au contraire, dans un système trop normé, aujourd'hui, on a besoin d'aller chercher cette valeur créative et artistique auprès des artistes. Je ne sais pas ce qu'en pensent les gens qui sont autour de la table. C'est ce qu'on a dit. Oui. On est d'accord. Non, mais c'est ça, ce que vous dites là rejoint tout à fait ce qu'on a évoqué. Artem, réunion d'une école d'ingénieurs, d'une école de design, et effectivement, on voit que là, un des questionnements, c'est le questionnement du statut de la marchandise. Ça, c'est un aspect qui est effectivement très présent, et donc on retrouve ces questionnements au centre de la relation entre art et économie. D'autres questions peut-être ? Ou des remarques. Mais en fait, moi, quand je fais des interviews avec des journalistes, par exemple, c'est encore un truc qui les énerve. Ils disent, mais pourquoi les artistes font ça? C'est pour l'argent?
Pour la communication. Il y a aussi eu des commandes. Non, mais depuis longtemps, encore, de c'est Pacento. incroyable. Plus que les artistes. Ah, mais c'était perdu depuis. Ouais, c'est pour ça que je te disais, c'était ramené. Non, mais il y a vraiment, je crois qu'il y a vraiment. L'artiste est là, quoi. Il n'est pas seulement caché dans sa mansarde maintenant. Eh oui. Voilà. Non, mais je crois L'artiste que près de chez vous. depuis l'art conceptuel, depuis Fluxus, depuis des choses comme ça, c'est des gens qui étaient, on va dire, contre l'artiste. Non, mais Pour pour la tu communication. vois, la grande libération de tous ces groupes d'artistes, c'était quand même d'être contre tout ça. Oui, Faut c'est pas vrai. l'oublier quand même. Hein. Donc, que les choses soient réinventées, c'est très bien, je vais dire. Mais il y a quand même, on a quand même eu 50 ans d'art qui est Institutionnel. non, sans parler de ça, entre l'art conceptuel, Fluxus, etc., on a eu une 50aine d'années d'art qui est plutôt défavorable à ce truc-là, qui est des sciences marxistes, etc., enfin politisé, etc. Fluxus, c'est complètement libertaire, enfin c'est contre tout ça, vous voyez. Donc Oui, mais même c'est ça- assez récent finalement, c'est que des gens se posent la question de la commande, de la façon dont on produit, un artiste Fluxus, qu'est-ce que vous avez produit, je pense qu'il rigole, il dit non, j'ai créé ça. Vous voyez, c'est une grande différence, quoi. Donc, entre le terme de création et de production, il me semble. Mais on peut se demander quand même, Marx, que vous citez, a quand même été... est-ce que vous savez, par exemple, c'est quand même fou ça, est-ce que vous savez qui a publié récemment une partie des œuvres de Marx dans une collection voilà. C'est assez étonnant, c'est Vuitton. Voilà. Dans le cas de la... Alors, en termes de capacité de retournement, de résilience, je ne sais pas, en tout cas c'est assez intéressant de voir que c'est dans la quinzaine littéraire, donc je voyageais avec, des textes de Karl Marx publiés par Vuitton. C'est quand même énorme. Hein, donc au niveau du symbole, c'est assez puissant. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tout simplement, c'est ce que je disais par rapport à moi, je pense que les artistes, à un moment, suivent l'époque. Moi je vois bien quand... On n'a pas une grande différence d'âge avec Fabrice, je vois très bien le moment où il a commencé, c'était un moment où tu pouvais faire ça, tu vois, bon je pense qu'aujourd'hui, moi ma position tendrait à être plus distant avec tout ça, mais je comprends aussi parce que c'est une version de l'époque, l'autre version elle est plutôt... Mais c'est un principe ou c'est un moment où toi personnellement tu as envie de te retrouver plus dans ton atelier, seul? Non, avec c'est tes- plutôt, c'est personnel, mais c'est c'est lié... pas un principe contre. Non, je suis contre... non, Tout compte. je suis pour les oiseaux. Tout compte, et comme pour- disait Sacha Guitry. Non, c'est pas du tout ça, c'est vraiment un principe d'économie personnelle, de réaction, mais aussi de quelqu'un qui pense... Enfin, moi je suis dans le monde des idées, quoi, et qui pense le monde... enfin, comme... Je dis un peu des... Je pense que chaque artiste dirait ça, mais voilà, et c'est ma façon de le penser, c'est plutôt de me remettre dans un autre système, peut-être plus... voilà. J'ai moins... c'est pour ça que je me dis, je suis un peu... pas l'autre. Ouais, non, mais tout à fait. C'est pour ça que je me dis... Je pense que l'entreprise est très créative, au contraire, Ah, j'en et doute pas, qu'elle j'en doute a, pas. elle a des idées, Absolument. et que le rapport entre un artiste et une entreprise, et c'est pour ça que c'est super intéressant dans le travail, parce que il y a un réel rapport. Bien sûr. Moi, je donnerais Kos l'exemple que j'ai vu en Flandre. Donc c'était une petite affaire qui fait des cadres de télévision en plastique ou des trucs pour les ordinateurs, etc. Et les ouvriers partaient à 3h30 de l'après-midi, ils commençaient très tôt le matin et partaient. Puis il y a un artiste qui a demandé au directeur de la société s'il pouvait travailler là, etc. Parce qu'il voulait faire une œuvre avec ça. Et le type est venu, il lui a dit d'accord, mais après les heures de travail. Donc après 3h30 ou après 4h. Je sais pas. Et il s'est aperçu, le directeur s'est aperçu que les ouvriers restaient pour discuter avec cet artiste. Ouais, bien sûr. Et alors bon, j'avais le truc classique, etc. Mais ce que j'ai trouvé plus intéressant, c'est qu'ils l'ont fait analyser par l'université de Gand. Après, pour savoir la quantification, etc. Ils ont réussi à trouver des points communs entre l'artiste et l'entreprise. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. J'aimerais simplement préciser que aujourd'hui, quand même,
si ça paraît dans notre milieu quelque chose d'encore expérimental, pour le politique ou pour les politiques de développement économique, aujourd'hui, créer des clusters culturels, des clusters créatifs, faire du développement territorial avec la création de l'innovation des artistes, c'est quasiment, il n'y a plus une ville qui ne fait pas son cluster de création, etc. Donc le dialogue art et entreprise, quand il est pris de cette manière-là, pour moi, est assez effrayant, au sens où il ne fait que la place à la question du design, des professionnels qui depuis longtemps travaillent avec l'entreprise, qui sont liés à l'entreprise, parce qu'ils sont, c'est leur métier, hein, les designers, les gens de communication, etc. Nous, ce qu'on essaie de développer, c'est quand même quelque chose qui est un peu différent de cela. Je suis pour ces clusters. Je trouve on a intérêt à regrouper autour d'un même site, d'un même lieu, les gens de communication, de design produit, de design graphique, etc. C'est formidable. Là, ce dont on parle, c'est quand même des rencontres dans des univers qui sont beaucoup plus, on va dire, généraux, forts, qui impliquent vraiment des comportements éthiques, qui impliquent des grands engagements fondamentaux et qui font bouger de manière très forte aussi bien la rencontre avec l'artiste ou l'entreprise. Donc il faut vraiment aussi préciser de quelle nature d'art on parle. C'est vraiment là des univers d'artistes, de plasticiens, et pas uniquement dans le domaine du design ou de la communication, qui sont d'autres... Et comment vous voyez là c'est l'artiste, enfin le jeune artiste, vous présentez un projet, ou alors c'est l'entreprise qui les deux. Et puis après, on cherche dans les réseaux de nos connaissances l'autre partie du projet, ou les autres parties, plusieurs aussi. Voilà, c'est comme ça. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas que ce soit des modules de plus de 6-8 étudiants. Au-delà, c'est impossible à gérer pour l'instant. Et puis après, on développera, on verra. Puis surtout être très... Le cursus, c'est 4 jours par mois. Ils sont rassemblés, c'est tout. 4-5 jours par mois. Donc c'est très souple. Et en fait, l'idée, c'est qu'ils soient absolument libres de leur temps, sauf qu'il y a des moments, et le lieu de l'expo, d'ailleurs on le montrait tout à l'heure, le lieu de l'école, c'est à moitié très public, avec une vitrine, où tous les projets sont montrés au public en permanence, et puis un lieu où il y aura les rendez-vous derrière. Donc voilà, c'est des lieux très simples, très souples, avec pas de lourdeur administrative derrière. Il faut que ce soit le plus léger possible pour qu'on puisse réaliser le maximum et non pas être pris dans la tourmente. Et en termes de cursus antérieur, enfin, je veux dire, ce sont des gens qui, vous avez des prérequis. Enfin, il faut dire que la majorité des candidats pour l'instant sont des gens issus des formations artistiques, des artistes. On a quelques candidats que l'on va retenir de cela, mais on a majoritairement, ce qui est notre milieu pour l'instant, on espère d'avoir d'autres profils, mais aujourd'hui c'est plutôt des artistes plasticiens. Donc on peut rêver à des pharmaciens, à des vétérinaires, grands vétérinaires, réalisateurs, cardiologues, réalisateurs. Je vois bien là, il y a des choses intéressantes quand même qui se dessinent. Neurologues, projet, tout le monde est artiste. Exactement. Tous artistes. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être? Moi j'aurais une remarque, j'ai l'impression que les artistes aussi ils savent pas aussi forcément comment s'adresser à l'entreprise. Alors ils lisent des documents, ils savent comment ça se passe, mais ça reste très abstrait pour eux. Et il y a cet aspect-là, c'est comment faire, et concrètement comment on s'adresse à l'entreprise, qu'est-ce qu'on lui dit, comment on fait. Et il y a aussi le temps, parce qu'ils ont besoin d'être dans l'atelier, ils ont quelques commandes, ils ont une expo en vue, mais ils viennent de rencontrer telle personne qui leur demande un dossier pour organiser une autre galerie, et il faut lui envoyer des photos. Et c'est des choses assez belles. Non, c'est vrai. Non, mais il y a une organisation de temps, et je pense qu'il y a aussi l'entreprise, il y a plusieurs personnes, et on délègue, et donc c'est très bien organisé. L'artiste, il est tout seul dans son atelier, il doit avoir... Pour les artistes autodidactes, je pense que même un étudiant en art est autodidacte, mais pour quelqu'un qui passe par une école d'art, je suis désolé, mais pour quelqu'un qui passe par une école d'art, maintenant il y a des secteurs de professionnalisation. Vous faites ça aussi. Un peu.
Mais c'est ça que tu vas leur apprendre, Fabrice, non? Moi, c'est si je Ben, devais faire oui, une de le faire. formation, Oui, absolument, ben, c'est demain, exactement ça. comme le Exactement disait ça. mon ami, Ça, c'est en fait, c'est, C'est quoi l'entreprise? C'est quoi l'entreprise? il faut que c'est très souple, c'est beaucoup plus Mais souple. on pense. c'est beaucoup plus souple. Beaucoup plus, Quels sont les simple, terrains de beaucoup plus rencontre? simple. C'est vrai que tu as raison, les artistes n'imaginent pas tous les terrains et tous les possibles Ouais. de rencontres. Les espaces de Avec liberté l'envie. sont gigantesques. De liberté sont Qui, gigantesques. ouais, c'est pas qu'un atelier, c'est Ça peut des être- gens avec qui on parle, des échanges, la matière, c'est des tas de choses très diverses. Ça Donc, peut être en une même temps, performance, ça peut être pousser des outils de production, ça peut être aller chercher. faire danser, voilà. Oui, ça peut être vraiment plein de choses. Mais c'est vrai que l'artiste n'a pas de notion de ça. De qu'est-ce que c'est que le management, qu'est-ce que c'est que le client, qu'est-ce que c'est que effectivement cette chose immatérielle de l'entreprise qu'elle voudrait montrer en dehors de ses produits. Il y a quand même, je crois qu'il y a un petit décodage à faire sur ce monde-là auprès des artistes qui est important. Ils n'imaginent pas, je pense que ça le passionne en plus, ça le passionnerait, c'est le monde d'aujourd'hui. Comme l'artiste est passionné comme l'entreprise est passionnée par la magie de l'artiste, Les sa échelles propension à aussi. regarder autrement. Les échelles, tout simplement, quand on va dans une entreprise qui fait du papier, qui ont des rouleaux de papier qui font 10 mètres de long sur 50 tonnes, c'est déjà... On achète des papiers de 50 cm sur 70 dans des magasins, c'est un peu compliqué. Donc il y a tout ça qui est très... De toute façon, c'est un rapport d'échelle, de lieu, de personnalité qui est vraiment essentiel, même pour la création. Oui, surtout à une époque Surtout, où ouais. on a besoin de visibilité, de faire du grand, du gros, où on sait que pour exister même sur un marché international, il faut produire à un moment des pièces importantes. Ça, c'est encore une autre histoire, mais Oui, c'est pas- l'entreprise, c'est quand même, peut être un sacré outil à ce moment-là. Non? C'est des réseaux, c'est des gens. Une entreprise, il peut y avoir un créateur dans l'entreprise, un artiste, et c'est pas forcément un artiste qui est un créateur. Hein. Voilà. Ça peut être très très multiple comme ça. Et ça peut être étonnant aussi. Oui. Mais je veux aussi quand même, pour supporter mes étudiants qui ont quand même l'intuition qu'il y a une nouvelle manière de produire, qu'il y a une nouvelle manière de se regrouper, qu'il y a une nouvelle manière de faire des réseaux, qu'il y a une nouvelle manière d'avoir des copinages techniques, d'avoir... et donc je sens, moi, chez mes étudiants, une capacité véritablement à s'auto-organiser, à vraiment anticiper quand même s'ils sont loin, une nouvelle économie de l'artiste aujourd'hui qui est une économie complexe quand même, hein, qui demande d'être regroupé quand même, d'avoir des vrais réseaux solides, parce que sinon on explose. C'est quasiment impossible. Vous racontez très bien ce qu'il faut faire tous les jours en même temps que... Et donc, si on n'a pas aussi des entreprises, même des petites entreprises avec lesquelles on a ses habitudes de travail, son dialogue, sa capacité de produire, enfin, c'est l'artiste producteur dont tu parles, qui est quand même une figure qui a quand même beaucoup évolué depuis 20 ans. Un musée, c'est une entreprise aussi. Hein. Bien sûr. De toute façon. Comme quand, Mais c'est une autre entreprise. quand vous regardez déjà juste Venise, le pavillon français, pas parce que tous, mais bon, Sala, par exemple, Henri Sala, c'est une truc qui est complètement produite. Voilà. Tu vois, c'est, le film, il est complètement produit, l'orchestre, c'est une production, l'ensemble est produit, enfin, tu vois, par des marques. C'est ce que dit Fabrice, hein, c'est le côté Ouais. du cinéma. On arrive à un Ouais, côté ouais, où on ouais, est c'est dans parti. une organisation. Oui, où mais là, on est il y a besoin d'un vraiment réalisateur, Venise. il y a besoin d'un organisateur. L'artiste est à un moment donné. Est-ce que c'est pas un mouvement d'ailleurs culturel plus global au moment où on parle on pense aux blockbusters, aux best-sellers, aux hits dans le domaine musical, mais là c'est carrément les super-productions qui envahissent l'art contemporain. C'est Ouais, il y en a très beaucoup, visible il y en a beaucoup. à Venise, c'était très visible à Venise, à Bâle c'est Mais- la même chose. Mais en fait, c'est peut-être tout simplement parce que aussi les entreprises qui sont grandes, quelquefois c'est aussi puissant qu'un État. Bien Alors autant, au lieu d'avoir une entreprise grande qui est sujet à problème, autant intégrer l'entreprise et créer à l'intérieur de l'humanité. Voilà, c'est ça. Ça aussi, c'est une chose qu'on peut imaginer. Voilà. Et donc peut-être que les pays les pays disparaissent au profit de la marque. Voilà. C'est pareil. La France est une marque. Bien sûr. Ben oui, il y a une commission qui travaille sur la marque France en ce moment. Oui. Pour ça, ça Oui, oui, bah oui, bien sûr. oui, je vais pas le Tu dire. l'as déposé Pardon Tu l'as déposé Non, non, pas encore. Non, mais il y a un truc, il y a quelque chose qui est bon, c'est sur ces... Franck, prends le micro.
sur ces économies de moyens qui est assez, je trouve, qui est, encore une fois, assez fascinant, je trouve. C'est effectivement, au plus c'est gros, au plus c'est soi-disant cher et spectaculaire dans tous les cas. Mais je pense que, bon, aujourd'hui, c'est peut-être un peu faussé tout ça, mais je pense quand même que ce qui est beau dans l'art, c'est que quelque chose qui fait 3 cm et de rien peut coûter symboliquement le même prix qu'une chose ultra produite. Et c'est l'un des trucs les plus beaux dans l'art. C'est-à-dire que juste un geste comme ça peut coûter aussi cher qu'une production. Un journal froissé de Picasso, c'est une fortune. Et, voilà. Et donc je trouve que c'est aussi une chose qu'il ne faut pas oublier. C'est un clin d'œil intéressant parce qu'on revient au mantra des années 70 et 80 du capitalisme qui était Big is powerful et Small is beautiful. En fait, c'est assez drôle quand même comme retournement et le retour. Non, mais c'est ce que je disais, tout ce que je disais par rapport au. Ça n'empêche pas. Voilà, faut que tout existe, je pense. Oui, ça n'empêche pas. Non. Ça n'empêche pas parce que c'est vrai que l'entreprise n'est pas juste qu'un producteur. Là, on a parlé d'un exemple. C'est vrai que ça peut servir à un moment à produire grand, gros, magnifique. Mais ça peut aussi servir à faire exister un geste, à le partager. Non, mais genre. J'avais une petite question, mais plus contextuelle. Je me demandais à vos différents niveaux si vous aviez remarqué un changement depuis justement 2008-2009 du point de vue des entreprises ce coup-ci. Est-ce que du point de vue du budget, il y a eu des réductions budgétaires? Est-ce que certaines entreprises ont arrêté de faire du mécénat ou fait du mécénat différemment ou des partenariats avec des artistes? Est-ce que ça a changé quelque chose? Parce que là, c'est vrai qu'il n'y a pas d'entreprise. D'abord, nous, on ne parle pas de mécénat, on parle de partenariat. Et moi, je crois qu'au contraire, aujourd'hui, dans une période de crise, dans une période où personne ne sait plus où il est et l'entreprise non plus, je suis persuadée d'une chose, c'est que ça coûte beaucoup moins cher de travailler avec un artiste, de rentrer en dialogue avec un artiste que d'acheter des pages de pub. Alors, les budgets médias, oui, ont baissé. Moi, je n'ai pas remarqué qu'au contraire, je pense que ça s'accroît cette idée d'aventure avec les artistes. Mais on ne parle pas de mécéner les musées. C'est visible et possible. Donc, oui, et puis dans l'idée de mécéner un musée où il n'y a pas cette aventure et ce dialogue dont on est en train de parler tous les 4 depuis 1 heure, on parle d'autre chose. As-tu remarqué au niveau du mécénat, c'est pas une chose qui est active. C'est vraiment l'échange de compétences, de matières. C'est vraiment ce qu'il y a de plus important et ça se développe beaucoup. Il y a vraiment de demande. Le mécénat de compétences, par exemple, où une entreprise et un artiste. Ça n'a pas pas du baissé. mécénat d'exposition, c'est vraiment un mécénat de. Oui, le partenariat, on appelle ça le partenariat plus. C'est un échange. Ouais. Moi, je ne crois pas que la crise ait fait vraiment baisser les envies ni les budgets. Au contraire. À ce niveau-là. C'est quand il y a un problème qu'on trouve des solutions créatives. Mais oui, absolument. On est dans une ère magnifique. Un gros problème, enfin, soi-disant. Là, on a un gros problème, alors disons. Oui. Il va falloir être très 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 créatif. Il faut se mettre à plusieurs. Ouais. Je crois que nous arrivons au terme, à moins qu'on ait une dernière question. Non. Bien, merci à tous en tout cas, et puis bienvenue à tous pour les prochaines conversations dont le programme. Pascal, tu veux donner ou Charlotte? Alors c'est Charlotte. La conversation c'est mercredi prochain et c'est un dialogue entre Philippe Piguet, qui est le commissaire de l'exposition Marque contre Marque, et Jean-Pierre Reynaud, qui est l'artiste que vous connaissez sûrement tous, qui est à l'entrée à gauche. Donc je vous invite à vous inscrire. Le programme est à l'entrée de la vitrine. Voilà, merci.